Ce sera aujourd'hui, note-le, Carole. Quand il ouvrira, il s'effondrera. Je parie $100 qu'il pleurera devant tout le monde. La voix de ma belle-mère trancha l'air comme un couteau dans de la porcelaine, aussi clair que le verre de vin rouge dans sa main. J'étais dans le couloir, le plat de rôti en équilibre sur mes bras, et pendant un instant, tout s'arrêta. Le mouvement, le bruit, même l'air semblait avoir été aspiré de la pièce. Son rire a résonné quelques secondes plus tard, suivi de celui de Rachel, ma belle-sœur. Quelqu'un a servi plus de vin, quelqu'un a porté un toast, tout cela en arrière-plan. À l'intérieur, le centre de la maison vibrait de la fausse joie typique des dîners de famille. Et moi, là, dans les limbes entre le choc et le rire, faut que je devrais feindre dans moins de 2 minutes. Je m'appelle Oliver. J'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis père d'une petite fille de 7 ans, qui est la raison pour laquelle mon monde continue de tourner. Je suis marié, du moins sur le papier, à Émilie, la femme dont j'ai été follement amoureux. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que je le suis encore. Ou peut-être que ce n'est qu'un attachement à ce que je croyais être de l'amour. Le genre d'attachement que l'on justifie par de vieux souvenirs, des photos dans des cadres que personne ne nettoie plus et des promesses faites lors de journées ensoleillées qui s'effondrent à la première tempête. J'ai toujours pensé que ma belle-mère me supportait. Elle me donnait ses accolades glaciales à la fin de l'année, souriait sur les photos, me faisait remarquer que ma chemise était toujours froissée, avec ce ton passif-agressif typique de ceux qui croient que le monde tourne autour d'eux. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était impliquée jusqu'au cou dans ce plan. Il va avaler les papiers dans le gâteau et croire que c'est une cerise. J'avais entendu Émilie dire cela au téléphone quelques jours auparavant. J'avais pensé que c'était une blague. Une de ces piques qu'elle aimait faire ces derniers temps, du genre qui me faisait dormir de l'autre côté du lit. Maintenant, voyant la complicité de la mère et de la fille dans ce pari, je me rends compte qu'aucune blague ne se termine avec un avocat de famille au bas de l'enveloppe. La vérité ? Émilie ne me regardait plus de la même façon depuis des mois. Elle ne me touchait plus, ne m'écoutait plus. Tout en elle était évitable. Son regard, ses mots, ses gestes. Notre maison était devenue une capsule de silence et de routine répétée. Elle m'offrait des dîners froids et des sourires tièdes. En contrepartie, je lui offrais ma présence, peut-être par insistance, peut-être par lâcheté. Mais rien ne faisait plus mal que de découvrir qu'ils attendaient que je échoue. Que ma souffrance était un divertissement. Ils planifiaient ma destruction avec des rires et du vin. La trahison n'était plus seulement la sienne, c'était la leur. Un théâtre complet avec costumes et scénario. Le pire, ils pensaient que je ne savais pas. Ils pensaient que l'homme silencieux dans la pièce n'était qu'un simple figurant, que l'absence de cri signifiait l'absence de résistance. Ils ont oublié qui j'étais avant ce mariage. Ils ont oublié que les hommes aussi font attention, qu'ils prennent aussi des notes, qu'ils ont aussi un point de rupture. Il y a quelques mois, Émilie a eu l'idée d'un accord juste pour officialiser. La conversation a été détendue, sans émotion, accompagnée d'un verre de vin. J'ai signé. J'ai griffonné mon nom sur un document imprimé à la hâte. Elle a ri. Elle m'a dit que je prenais tout trop au sérieux. C'est juste pour montrer que nous sommes civilisés, a-t-elle commenté, avant de retourner à son téléphone. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'en ai fait une copie. Je l'ai scanné, numérisé, enregistré. J'ai commencé à tout garder, d'ailleurs. Les reçus, les emails, les enregistrements audio. Les messages qu'elle laissait par erreur sur mon téléphone. Le mot avec le nom de l'hôtel trouvé dans son sac. Les excuses qui n'étaient même plus créatives. Il y a eu une nuit en particulier, il y a 2 mois, qui m'a transpercé le cœur. C'était notre anniversaire de mariage. Je suis arrivé avec des fleurs. Elle est arrivée 2 heures plus tard, sans maquillage, les cheveux mouillés, disant que l'entraînement avait pris du retard. Elle ne s'entraînait pas le soir. Elle ne s'était jamais entraînée. Mais j'ai souri, j'ai mis les fleurs dans un vase et j'ai préparé le dîner quand même. Pendant qu'elle jouait avec son téléphone portable, je coupais des légumes et je me demandais si c'était de l'amour ou du masochisme. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de tout cela. Mais je savais qu'un jour, elle m'obligerait à m'en servir. Et ce jour est arrivé. Le gâteau était sur la table. Les couverts étaient alignés. Ma fille portait une robe bleue que sa grand-mère avait insisté pour lui acheter. Tout semblait parfait, sauf que le cadeau était caché derrière l'assiette de pain perdu, dans une enveloppe blanche sans nœud. La même enveloppe que ma belle-mère m'a montré du doigt quand je me suis assis à table. « Oliver, mon chéri, approche, nous avons une petite surprise pour toi. » A-t-elle chanté, avec cet enthousiasme fin qui n'appartient qu'à elle. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Toute la table s'est tournée vers moi. Émilie aussi. Elle m'a regardé comme quelqu'un qui voit une souris tomber dans son piège. Et à l'intérieur, je me demandais si elle remarquait ce qu'il y avait dans mes yeux,
car ce qu'elle voyait là n'était pas du désespoir. C'était du calcul. Mais à ce moment-là, j'avais encore un rôle à jouer. Le mari choqué. Le fêté trompé. L'homme qui était censé s'effondrer lorsque l'enveloppe serait ouverte. Seulement, la vraie surprise n'était pas sur la table. Elle était sous la table. Le cadeau que j'avais emballé ne venait pas d'un magasin. Il était le fruit d'une patience accumulée, de nuits blanches, de sourires forcés devant le miroir. Il était fait de papiers à en-tête, de signatures datées, de preuves croisées et de clauses blindées par une avocate aussi précise que redoutable. La boîte était là, sous la serviette. Emballée dans du papier doré. Le genre de doré qui brille sous la lumière artificielle et l'ironie. Tandis qu'Émilie souriait, anticipant déjà l'humiliation publique qu'elle s'apprêtait à m'infliger, je comptais mentalement les minutes. Je connaissais le scénario. Il me remettrait l'enveloppe avant les félicitations. Je l'ouvrirais. Je lirais. Et je serais censé pleurer. Mais avant que ma réaction ne puisse être interprétée comme une faiblesse, je remettrais mon cadeau. Et lui, oui, il changerait tout. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Cela ne prend pas plus de 5 secondes et cela permet à ce type de contenu d'atteindre plus de gens. Nous avons encore beaucoup à vivre cette nuit. Et ce qui viendra après que la bougie sera éteinte, illuminera bien plus qu'un gâteau. Rachel tenait son téléphone à l'horizontale, en mode enregistrement. Oui, en mode enregistrement. Mon visage, mon silence, ma réaction supposée. Le rire de ma belle-mère était le bruit de fond le plus constant après le tintement des verres. Émilie a rangé les couverts avec la précision de quelqu'un qui avait répété le spectacle. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux lorsqu'elle a posé l'enveloppe devant moi, peut-être parce qu'au fond, elle savait que le document qu'elle avait préparé n'avait pas le poids qu'elle pensait lui donner. Mais avant cela, il y avait eu beaucoup plus. Beaucoup plus que des papiers et du sarcasme. Émilie a toujours été subtile dans ses attaques. Elle n'a jamais crié. Elle n'a jamais cassé une assiette. Son emprise était raffinée, faite de mots tranchants et de gestes secs. Quand elle disait « tout va bien », cela signifiait « tu as encore fait une erreur ». Quand elle disait « ce n'est rien », c'était parce qu'elle avait déjà décidé de me punir en silence pendant des jours. Au début, je pensais que c'était la tension du travail. Ou peut-être la fatigue. Mais sa fatigue était toujours sélective. Pour moi, jamais pour les autres. Avec ses amis, elle était légère, spontanée, pleine d'histoire. Avec moi, ce n'était que de l'absence. Ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'Émilie ne voulait pas seulement prendre ses distances. Elle voulait tout vider. Ma force, mon identité, ma place dans ma propre maison. Tout cela avec raffinement. Je n'étais pas agressé, j'étais rabaissé avec classe. Tu vas vraiment sortir avec cette chemise. Je t'aime, mais parfois, on dirait que tu ne comprends pas les bases. Tu penses vraiment que tu as du talent pour ça. De petites phrases, chargées de mépris. Lancées en l'air comme pour dire « passe le sel ». Mais répétées tellement de fois qu'elles sont devenues des briques sur ma poitrine. Et je les portais. Parce que j'aimais. Peut-être. Parce que j'avais peur. Certainement. C'est alors que sa mère est entrée en scène. Madame Carole. Reine de la dérision, impératrice du venin social. Toujours avec un commentaire innocent, au bout des lèvres et un regard évaluateur. Comme quelqu'un qui mesure le temps que vous mettez à mâcher ou le type de vin que vous servez. Elle n'a jamais approuvé notre mariage, mais elle a bien fait semblant. Jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter de faire semblant. Carole a toujours eu une influence sur Émilie. Une sorte de pouvoir silencieux, déguisé en opinion. Elle ne disait pas « fais ça ». Elle disait « si j'étais toi ». Et Émilie obéissait. De ses vêtements à ses décisions les plus intimes. Quand j'ai découvert qu'elle discutait de moi comme si j'étais un projet de rénovation, quelqu'un a réorganisé, quelque chose en moi a craqué. C'était un soir où je suis rentré tôt du travail. Elles étaient toutes les deux au téléphone en mode main libre. J'ai entendu Carole dire « Aucun homme ne mérite tous ses efforts, ma chérie. Il s'est déjà installé dans une routine. Il a besoin d'un coup de pied aux fesses. D'un coup de pouce. » Et le coup de pouce est venu. Ou plutôt, elles ont essayé de le donner. Pendant des semaines, de petits épisodes ont commencé à s'assembler comme les pièces d'un puzzle amer. Émilie est devenue plus froide. Plus stratégique. Elle a commencé à parler à ses amis d'une nouvelle vie. À séparer les comptes. À laisser la clé de la voiture de réserve à sa sœur. Et petit à petit, j'ai compris qu'elle ne pensait pas seulement à se séparer. Elle était en train de monter un scénario. Elle me dépeignait comme quelqu'un de faible, perdu, émotionnellement instable. Et personne ne se doutait de rien. Parce que j'étais toujours le mari présent, le père dévoué, le type qui souriait au barbecue du dimanche.
Mais à l'intérieur, je n'étais plus le même. J'étais attentif. J'ai commencé à tout noter. Les conversations, les horaires, les notes. Le moindre de ces faux pas devenait une preuve. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais documenter. C'était comme si je constituais un dossier. Et, ironiquement, c'est elle qui m'a donné la première pièce du puzzle avec ce papier qu'elle pensait être une simple provocation. C'est mon avocat qui l'a confirmé. Sa signature sur l'accord informel, que j'avais conservé, était parfaitement valable. Elle avait tout livré, les conditions, les dates, même les clauses qui favorisaient directement la garde partagée. Il me suffisait de jouer la bonne carte au bon moment. Le plus ironique, c'est elle qui m'avait poussé à le faire. Elle m'avait dit, quelques mois auparavant, au cours d'un dîner où nous étions clairement déconnectés, que les hommes comme toi ne pensent jamais à l'avenir. Je me souviens avoir souri et répondu, il est peut-être temps d'y penser. À partir de là, j'ai commencé à tout garder. Reçus, impressions, relevés bancaires. Un soir, j'ai trouvé une note d'hôtel à Palm Springs, 2 verres de vin, un dîner romantique, un faux nom à la réception. Quand je lui ai demandé, elle m'a répondu avec un rire cynique. C'est comme ça, le travail, mon amour. Mes clients sont exigeants. Je ne l'ai pas confronté. Je l'ai juste gardé. Je l'ai scanné. Je l'ai enregistré. La semaine suivante, elle a oublié, son téléphone déverrouillé sur le canapé. J'ai reçu un message de quelqu'un enregistré sous le nom M, disant « Il n'en a aucune idée ». Le 28, c'est bon? Le 28 était mon anniversaire. À l'instant où j'ai lu ce message, quelque chose en moi a basculé. Le plan est devenu clair. La patience s'est transformée en stratégie. L'attente est devenue un outil. Et chacun de mes gestes à partir de ce moment-là a été calculé au millimètre près. Je la complimentais. Je lui servais le café. Je lui apportais des fleurs. J'écoutais ses compliments sur ma nouvelle maturité. Je croyais que j'étais en train de gagner. Que je devenais malléable. Un jouet plus facile à manipuler avant de le jeter. Il ne savait pas que j'avais déjà toutes les pièces. Que même le ton de sa voix lorsqu'elle disait « bonjour » était enregistré. Que Rachel avait été imprudente lors d'un appel et avait dit « Tu ne vas pas le laisser emmener la maison, n'est-ce pas ?» Ta mère a dit que l'avocat avait déjà préparé le modèle. Et le modèle qu'ils avaient préparé était faible. Avec des failles. Avec arrogance. Avec la certitude que je ne réagirais pas. Mais je n'avais pas besoin de réagir. Je devais simplement attendre. Car pendant qu'elle préparait une attaque en grande pompe, je montais une défense en béton. Et maintenant, à table, avec tout le monde qui me regardait comme un cerf pris dans les phares d'un camion, tout était sur le point de basculer. Émilie arrangeait ses cheveux. Carole servait du vin à Rachel. Tout le monde était prêt pour le dernier acte de la pièce. L'enveloppe blanche me fixait avec l'audace de celui qui n'a pas peur de la réponse. Je l'ai prise calmement. Et j'ai souri. Mais ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui pardonne. C'était le sourire de quelqu'un qui a compris que la guerre est finie, et que les vainqueurs ne crient pas toujours. Parfois, ils attendent simplement le silence avant de couper le ruban. Ce qu'Émilie pensait être son coup final n'était que le premier pas vers sa chute. Je savais exactement ce que contenait cette enveloppe, mais j'ai laissé mes doigts s'attarder quelques secondes de plus sur le seau, comme si j'étais surpris. Ils étaient tellement sûrs de leur mise en scène qu'ils n'ont même pas soupçonné cette pause répétée. Le papier glissa facilement. La feuille blanche avec des lettres noires sauta à mes yeux, la première ligne surlignée en jaune. Demande de dissolution du mariage. La signature d'Émilie à la fin, la date imprimée dans le coin inférieur, 2 jours avant mon anniversaire. Signé, tamponné. Prêt à être déposé. Émilie croisa les bras, attendant l'impact. Carole s'installa sur sa chaise, prête à assister à l'effondrement. Rachel avait son téléphone à la main, toujours en train d'enregistrer, comme si elle s'attendait à ce que je frappe sur la table, que je crie, que je pleure, que je supplie, n'importe quoi qui prouverait leur thèse. Que les hommes sont trop fragiles lorsqu'ils perdent le contrôle. Mais je n'ai pas craqué. Je tirais le papier entre mes doigts comme on tient la dernière page d'un mauvais livre qui est enfin terminé. Je le posais sur la table, lissais les coins avec soin. Puis je sortais le stylo de la poche de ma veste, celui qu'Émilie m'avait offert il y a des années avec mon nom gravé sur le corps métallique, et je signais. Date, signature. Sans hésitation. Le silence qui s'est abattu sur la pièce était plus fort que n'importe quelle dispute. Voilà, ai-je dit. Félicitations pour ton plan. Ma voix était ferme, sans tremblement, sans ironie. Froide. Calculée. Comme seule la vérité peut l'être. Le visage d'Émilie bougea légèrement. Un sourcil se leva. Sa bouche s'entr'ouvrit. Un fragment de surprise. Cela ne faisait pas partie de son script.
Rachel baissa lentement son téléphone. Carole cessa de mâcher. L'impact qu'elles attendaient arriva, mais pas sur moi. Il tomba sur elles. Car ce qu'elles attendaient, c'était la ruine, et ce qu'elles obtinrent, c'était le contrôle. Je me suis agenouillé un instant. J'ai sorti la boîte dorée qui était cachée sous la nappe, et je l'ai placée entre l'assiette et le verre d'Émilie. Un nœud rouge sur le dessus. Aucune étiquette. Mon cadeau pour vous. Elle n'y toucha pas tout de suite. Elle me regarda avec méfiance, comme si j'avais mis une bombe là-dedans. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais ce n'était pas de la poudre à canon, c'était du papier. Des dates. Des signatures. Elle l'ouvrit lentement. Le couvercle se souleva, révélant un dossier en cuir foncé. À l'intérieur, le contrat prénuptial. Celui qu'elle avait ri en me faisant signer. Celui qu'elle pensait que j'avais rangé dans un tiroir et oublié. Le même que Jenny, mon avocate, avait révisé ligne par ligne et renforcé par des clauses supplémentaires soigneusement pensées pour des situations exactement comme celle-ci. Les mains d'Émilie tremblaient légèrement lorsqu'elle tourna la première page. Carole se pencha par-dessus son épaule, les yeux plissés, essayant de comprendre ce qui se passait. Rachel murmura quelque chose d'inaudible. Puis je pris la parole, lentement. C'est le contrat que tu m'as donné, Émilie. Signé par toi, enregistré au notaire 2 jours plus tard. Nous avons inclus une clause de sauvegarde qui entre en vigueur si la demande de séparation vient de vous. Je fis une courte pause. Et comme c'est vous qui avez demandé la séparation, tout est activé. Émilie cligna plusieurs fois des yeux, essayant de relier les mots entre eux. Vous avez pris ça au sérieux. C'est vous qui avez dit qu'il valait mieux rester civilisé, répondis-je. Je n'ai fait qu'obéir. Carole prit le dossier des mains de sa fille et commença à le feuilleter. Mais cela ne servait à rien. C'était déjà fait. Le document était scellé, renforcé par des preuves jointes. Les comptes qu'Émilie avait essayé d'ouvrir à son nom, les registres des jours où elle n'était pas rentrée à la maison, les preuves des virements cachés. Tout y était. Tout avait été vérifié. Légalement irréfutable. La voiture est à mon nom. La maison aussi. Le compte joint a été divisé conformément à l'accord. La moitié des investissements que tu as essayé de vider ont déjà été bloqués par la justice. Et je la regardai droit dans les yeux. La garde partagée de notre fille est garantie, mais sur la base de la stabilité émotionnelle et de la disponibilité parentale. Je pense que tu auras besoin de bons arguments pour expliquer tes voyages sans retour et tes nuits passées dehors. Émilie pâlit. Son visage autrefois hautain semblait maintenant flétri sous son maquillage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Rachel rompit le silence. Tu as tout manigancé. Je n'ai rien manigancé, répondis-je. Je me suis préparé. La vérité, c'est que cette signature qu'elle m'avait demandée quelques mois auparavant, entre rire et verre de vin, était le début de la fin. Et je n'ai pas gâché cette occasion. Pendant qu'Émilie s'occupait à me mépriser, à organiser sa fuite, à répéter son discours de victime qu'elle allait raconter à ses amis et sur WhatsApp, j'étais de l'autre côté du terrain. Je cataloguais. Je protégeais. Je créais un filet de sécurité, pas pour moi, mais pour la seule personne qui comptait encore dans cette famille, notre fille. Et s'il y avait bien une chose à laquelle elle ne s'attendait pas, c'était que je sache utiliser le silence comme une armure. Leur plan ne prévoyait pas cela. Ils ne prévoyaient pas un homme calme. Ils ne prévoyaient pas la froideur. Elles ont misé sur mes émotions. Elles comptaient sur mon effondrement. Sur ma réactivité. Mais je leur ai offert mon sang-froid. Émilie ne pouvait s'empêcher de regarder le document. Elle essayait de lire et relire les termes, comme si la répétition pouvait changer les lettres imprimées. Comme si cela pouvait effacer le moment où, ivre d'arrogance, elle m'avait remis le document qui scellait désormais sa perte. « C'est bas », murmura Carole. « Tu as trompé ma fille. » Je souris pour la première fois de la soirée. Pas par sarcasme. Par soulagement. Non. J'ai simplement appris d'elle. Et maintenant, vous allez apprendre aussi. Mais le moment final n'était pas encore venu. Il restait une pièce sur l'échiquier. Quelque chose que je gardais comme atout. Un détail qui transformerait la victoire en permanence. Et pendant que tout le monde digérait ce qui venait de se passer, je me levai lentement et me dirigeai vers le vaisselier. Je revins avec une enveloppe plus petite. Fine. Blanche. Je la posai sur le document. Émilie m'a regardé avec un mélange de colère et de peur. « Qu'est-ce que c'est maintenant ?»« Juste une dernière révélation, » ai-je répondu. « Avant le dessert. » Émilie a hésité 2 secondes avant d'ouvrir le petit enveloppe. Ses doigts tremblaient, et elle a essayé de le dissimuler avec un petit rire sec, mais sa nervosité était là, évidente dans ses narines dilatées et son menton tendu. Carole se pencha à nouveau,
désormais plus méfiante que curieuse. Rachel, de l'autre côté de la table, arrêta de filmer et fixa l'enveloppe comme si elle devinait que ce bout de papier allait exploser au ralenti. Le rabat fut tiré. Le contenu glissa hors de l'enveloppe. C'était une image en noir et blanc. Une échographie. Petite, datée, claire. Émilie mit du temps à comprendre. Ses yeux restèrent fixés sur l'image pendant un long moment avant de se tourner vers moi. « Tu plaisantes. »« Non. Tu es en train de dire que je vais être papa à nouveau. »« Oui. » Elle secoua la tête, les yeux brillants d'un mélange de colère et de panique. « Mais tu le savais avant ? Avant que tu décides que je serais le clown du dîner d'anniversaire. » J'ai acquiescé lentement. Oui, je le savais. Et à ce moment-là, le désespoir s'est transformé en déchaînement. Tu t'es servi de ça contre moi. Je t'ai protégé. Carole s'est enfin levée de sa chaise. C'est incroyable. Tu te sers d'un enfant pour te venger. Non, répondis-je. Je protège l'enfant de l'environnement toxique que vous avez créé. Et je m'assure qu'elle n'aura jamais à entendre des commentaires comme ceux que j'ai entendus ici aujourd'hui. La réalité frappe à la table comme le marteau d'un juge. Car pendant qu'elles montaient leur spectacle humiliant, je construisais une tranchée. Et cette échographie était plus qu'une surprise. C'était mon ancrage. Ma raison d'être. Mais pour en arriver là, il m'avait fallu des mois de préparation. La première étape a été la reconstruction silencieuse de ma propre structure émotionnelle. J'ai commencé à suivre des séances de thérapie clandestine, le mardi, pendant l'heure du déjeuner. Je parlais peu. J'écoutais beaucoup. J'analysais tout. J'ai découvert que le silence qui m'oppressait pouvait aussi m'armer. Que ne pas réagir était en fait réagir avec stratégie. Puis vint la réorganisation financière. Un compte à mon nom, dans une autre banque. Des documents rassemblés avec génie. Chaque virement effectué par Émilie qui affectait les biens conjugaux était noté, comparé, contesté dans des brouillons de requêtes qui étaient près des mois avant que le jeu ne change. Il ne restait plus qu'à les déposer. J'ai commencé à enregistrer des fichiers audio, discrets, courts, objectifs. Des discussions déguisées en plaisanterie. Des commentaires désobligeants. Le jour où elle m'a dit, sans filtre, qu'elle ne resterait avec moi que jusqu'à ce qu'elle obtienne ce à quoi elle pensait avoir droit. L'enregistrement se trouvait sur la clé USB remise avec le contrat. Même notre fille a dû être prise en compte dans l'équation. Pas comme un outil, mais comme un point fixe. J'ai répertorié chaque semaine où Émilie l'avait laissée à des babysitter pour sortir avec ses amis. Et parfois, même pas ça. Un soir, elle a simulé un voyage d'affaires et est revenue ivre, sans même penser à retirer son badge de l'entreprise. Le problème ? Son entreprise n'organisait aucun événement ce mois-là. Tout a été catalogué. Précis. Froid. Pendant qu'Émilie dormait profondément après ses dîners sociaux, je lisais des lois. Je discutais avec génie. J'étudiais des précédents judiciaires. J'ai fait de chaque humiliation une brique. Et quand elle a cru avoir tout effacé, j'avais déjà des sauvegardes dans le cloud, des clés USB et des copies imprimées dans un coffre-fort à la banque. Mon silence n'était pas de l'apathie. C'était de l'ingénierie. Ce qu'elle voyait maintenant. Cet homme calme, qui ne tremblait pas face aux insultes, qui signait des papiers avec le sourire, était le résultat d'un plan soigneusement élaboré. Un plan qui n'était pas né de la colère, mais de la survie. Et pourtant, pendant un certain temps, j'ai encore hésité. Je me souviens de la nuit où j'ai annoncé à Jenny que j'étais enceinte. Son expression a changé. D'abord la surprise, puis la détermination. « Ça change tout », a-t-elle dit. « Je ne veux pas m'en servir comme bouclier », ai-je avoué. « Tu ne le feras pas », a-t-elle répondu. « Mais tu t'en serviras comme armure. » Elle avait raison. À partir de ce jour-là, tous mes mouvements ont pris un nouveau rythme. Je ne protégeais plus seulement moi-même. Je protégeais quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais qui était déjà à moi, qui existait déjà. Et maintenant, à table, les bougies du gâteau encore éteintes, le cadeau de la soirée avait déjà été ouvert. Mais le véritable impact était encore à venir. Rachel regardait d'un côté à l'autre, mal à l'aise. Elle essayait de comprendre si elle était toujours du bon côté de l'histoire. Carole s'est levée en marmonnant quelque chose à propos de « prendre le temps ». Émilie est restée assise, fixant l'échographie sur la table. Pour la première fois, elle ne semblait pas savoir quoi dire. C'est alors que je me suis levé. Je me suis dirigé vers le buffet, j'ai pris mon verre de vin et j'ai tapoté doucement le bord avec mon anneau, comme elle l'avait fait quelques minutes auparavant. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'aimerais porter un toast. Le silence est tombé comme un rideau. Je veux porter un toast à la planification, ai-je poursuivi. Aux certitudes que nous croyons inébranlables.
aux pièces que nous pensons être sur l'échiquier uniquement pour être utilisées. Et surtout, au jour où l'arrogance sous-estimera le silence. J'ai regardé Émilie. Tu as parié que je pleurerais, que je supplierais, que je craquerais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas effondré. Vous ne m'avez pas détruit. Vous m'avez préparé. Ses yeux brillaient. Mais pas de fierté. De honte. Et peut-être, juste peut-être, d'un soupçon de regret qui traversait enfin la couche de maquillage émotionnel qu'elle avait passé toutes ces années à construire. Rachel a murmuré à Carole. Il a renversé la situation. Oui. Je l'ai renversé. Et maintenant, la seule chose qui restait, était de savoir ce qu'elles allaient faire du temps qui leur restait de dignité. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez compris que cette histoire va bien au-delà de la signature de papier. Il s'agit de la manière dont on prépare une résistance. Et si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui pensait que votre silence était une faiblesse, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne. Car la prochaine étape est celle où tout commence à s'effondrer, dans le mauvais sens. Le couteau glissa sur le gâteau comme si de rien n'était. Émilie reprit le contrôle de son geste automatique, coupant la première part avec des mains tremblantes, le sourire complètement effacé. Sa mère essayait de dissimuler la panique qui se lisait sur ses lèvres, mais la rigidité de sa mâchoire ne laissait aucun doute. Elle savait qu'elles avaient perdu le contrôle du récit. Mais elle ne savait pas encore à quel point. Alors que les bougies fondaient leurs dernières gouttes sur le glaçage au chocolat, Rachel glissa son téléphone dans son sac et s'éclaircit la gorge. « Eh bien, joyeux anniversaire, Oliver », dit-elle, essayant de ramener un peu de normalité dans ce qui restait de la soirée. « Merci », répondis-je sans la regarder. Émilie essaya de sourire. Un effort pathétique. Tu es toujours si centré. Ça m'étonne. Vraiment. Je lui ai souri en retour, par politesse. Mais il y avait beaucoup plus à venir. Car même si elle pensait que tout avait été révélé à cette table, le véritable échec et mat était encore caché, attendant juste le bon moment pour être dévoilé. Jenny m'avait dit quelques jours auparavant, alors que nous revoyions les derniers documents. Si tu veux vraiment faire un pacte, attends qu'il essaie de réagir. C'est seulement à ce moment-là que tu dévoiles tout. Et c'est ce que j'ai fait. Émilie a essayé. Elle a beaucoup essayé. Elle a essayé de transformer la froideur qu'elle voyait en moi en méchanceté. La première tentative est venue le lendemain, lorsqu'elle a appelé notre banque commune et a essayé de geler les fonds. Mais ils étaient déjà protégés. Elle avait signé l'autorisation de transfert quelques semaines auparavant, sans se rendre compte qu'elle me donnait le contrôle. La deuxième tentative fut plus audacieuse. Un email à ma supérieure, suggérant que j'étais émotionnellement instable, que mes performances étaient en baisse, que j'avais peut-être besoin des aides. Mais j'avais déjà alerté les RH de ces manœuvres. Et lorsque l'email est arrivé, non seulement il a été ignoré, mais il a également été joint à un nouveau rapport juridique. Ce qu'Émilie ne savait pas, ou refusait peut-être de croire, c'est que tout était déjà préparé. Son dossier n'allait pas atterrir sur une table de salle à manger, mais dans le bureau d'avocat où Jenny allait clairement faire savoir que toute tentative de manipulation judiciaire serait contrée par toutes les preuves que j'avais accumulées. C'est lors de cette réunion qu'Émilie a pleuré pour la première fois. Il enregistrait tout, dit-elle d'une voix faible, regardant Jenny comme si elle regardait dans un miroir brisé. Il n'enregistrait pas, répondit Jenny d'un ton ferme. Il se défendait. Contre toi. Carole tenta d'intervenir, disant que c'était une atteinte à la vie privée. Jenny se contenta de hausser un sourcil. C'est drôle comme les gens qui manipulent les autres invoquent toujours la vie privée quand le miroir est retourné. Rachel, désormais mal à l'aise avec toute cette exposition, a commencé à prendre ses distances. Elle a cessé de répondre aux messages. Elle ne s'est pas présentée à la deuxième réunion de famille après l'incident. Même le groupe WhatsApp a discrètement perdu son nom « Famille Unie ». La chute a été lente, mais définitive. Émilie, autrefois si confiante, se mettait désormais à marcher sur des œufs. Elle n'était plus la femme qui planifiait des humiliations publiques. Elle passait plus de temps chez son avocat qu'avec sa fille. Et même là, la perte était évidente. La garde partagée a été décidée sur la base de critères objectifs. Et les rapports et les dossiers, tous soigneusement remis par mes soins, contenaient les preuves des absences, des comportements erratiques, des tentatives de manipulation de notre fille contre moi. Elle a perdu du temps. Elle a perdu son récit. Et, plus que tout, elle a perdu le droit de mentir. Le véritable point culminant, cependant, n'a pas eu lieu au tribunal. C'était quelques semaines plus tard, lors d'une rencontre fortuite, quand Émilie a surgi à l'improviste à ma porte pour discuter. Elle avait les yeux cernés, les cheveux en bataille, habillée sans soin. C'était comme si quelque chose s'était effondré en elle. « Je voulais juste comprendre », m'a-t-elle dit.
Tu ne réagissais jamais. Je pensais que tu t'étais résigné. Je ne m'étais pas résigné, ai-je répondu. J'étais silencieux. Mais tout silence n'est pas synonyme de faiblesse. Parfois, c'est une préparation. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle cherchait un souvenir d'une époque plus simple. Tu avais l'air si naïf. Toujours confiant. Parce que j'avais confiance. Jusqu'au jour où j'ai compris que vous m'appreniez à être jetable. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement baissé la tête, comme pour reconnaître qu'elle n'avait plus aucune carte à jouer. C'est à ce moment-là que ma fille a couru vers moi en riant, un dessin à la main. Un soleil, 2 silhouettes se tenant la main et, dans un coin, un bébé qui souriait. C'est nous, papa. Moi, toi et le bébé. J'ai regardé Émilie, qui pleurait déjà en silence. Elle avait compris. Là, dans mon salon, sans public, sans coupure, sans scénario, elle a vu ce qu'elle avait vraiment perdu. Pas seulement des biens, pas seulement le contrôle, mais la chance d'être rappelée par notre fille comme un refuge, et non comme une figure lointaine et bruyante. En sortant, Émilie a hésité un instant à la porte. « Tu as changé. » « Non, » ai-je répondu. J'ai juste arrêté de demander la permission d'être forte. Sur le chemin du retour, en fermant la porte, j'ai repensé à comment tout avait commencé par une remarque, un rire, un pari. Elles avaient parié que je pleurerais, que je supplierais. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que lorsque vous donnez à quelqu'un une vraie raison de résister, cette personne cesse de survivre et commence à planifier. Et quand vous donnez à un homme le temps et la raison nécessaires, il apprend à transformer le silence en stratégie, et la faiblesse en force. La vie après l'effondrement a été plus calme que je ne l'avais espéré. Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Pas de foule pour me féliciter d'avoir gagné une guerre invisible. Il n'y avait que le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, les pas légers de ma fille dans la maison et le bruit du vent contre les rideaux en fin d'après-midi. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une présence. La première nuit après la séparation officielle a été agitée, non pas à cause de la douleur, mais parce que je n'étais plus habitué à l'absence de ce poids. Dormir sans avoir peur de marcher sur des mots. Manger sans choisir les plats qui ne m'énervent pas. Laisser la lumière de la salle de bain allumée sans être accusé de désorganisation chronique. J'étais libre. Et en même temps, je me sentais étrange dans ce nouvel espace, comme quelqu'un qui a passé tellement de temps dans une pièce sombre qu'il est déconcerté par la lumière. Mais les jours ont tout remis en place. J'ai appris à m'approprier la maison. J'ai commencé à réaménager les pièces. J'ai remplacé les draps par des tissus légers, les tapis par des couleurs plus chaudes, les vieilles photos par des tableaux peints à la main que j'ai achetés dans un marché local. Non pas parce que j'avais besoin d'une nouvelle décoration, mais parce que c'était symbolique. C'était comme retirer le cadre de ce que j'étais et accrocher ce que je devenais. Les matins avec ma fille sont devenus de petits rituels de guérison. Nous faisions des crêpes aux formes bizarres. Nous nous disputions pour savoir qui trouverait le plus de nuages en forme d'animaux dans le ciel. Parfois, elle me posait des questions qui me prenaient au dépourvu. « Papa, pourquoi tu ne riais pas autant avant ?» Je souriais avec mes yeux, retenant la réponse qu'elle n'avait pas encore besoin d'entendre. Parce que j'attendais que tu me rappelles comment faire. Et elle s'en souvenait. Tous les jours. Le bébé est né fort, calme, comme s'il savait déjà que son foyer ne serait pas turbulent. Il dormait les poings serrés et, même en silence, il inspirait la sécurité. Quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, j'ai senti que je tenais plus qu'un enfant. Je tenais la version la plus pure de tout ce que je voulais protéger. L'avenir, la paix, la renaissance. Parfois, je marchais jusqu'à son berceau et je le regardais simplement respirer. Je ne pensais à rien d'autre. Je ne faisais pas de projet. J'étais simplement là, complètement présent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. La vengeance qu'elles attendaient de moi n'avait jamais été la solution. Ce que j'avais gagné était plus rare, un endroit où je pouvais simplement être. Avec le temps, de petites choses ont commencé à changer à l'extérieur de la maison également. Mes anciens collègues ont commencé à me regarder différemment. Certains sont venus s'excuser d'avoir cru aux histoires biaisées qu'Émilie avait répandues pendant un certain temps. D'autres ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans son comportement. Je n'ai pas eu besoin de convaincre qui que ce soit. La vérité, comme tout ce qui est cohérent, a le temps de se révéler. Émilie, quant à elle, a tenté de reprendre le contrôle. Elle envoyait des messages polis, proposait son aide avec le bébé, essayait d'inclure des commentaires sentimentaux dans des emails froids. Mais rien de tout cela ne fonctionnait plus. Parce qu'il n'y avait plus rien à manipuler. Tout ce qu'elle voulait contrôler était déjà scellé. Un après-midi, elle s'est présentée à l'école de notre fille, sans prévenir, le jour du spectacle de printemps. La professeure est venue m'avertir qu'Émilie était dans le public et m'a demandé si je voulais qu'elle reste.
Elle peut rester, ai-je répondu. Ma fille a le droit d'avoir sa mère à ses côtés. Mais elle n'occupe plus aucune place que je ne lui accorde pas. Pendant le spectacle, ma fille n'a pas cessé de me regarder depuis le public. À aucun moment elle n'a cherché sa mère. À la fin, elle a couru vers moi et m'a remis un dessin avec la légende « Mon héros qui ne crie pas, qui protège seulement ». C'est là que j'ai compris à quel point j'avais déjà gagné. Un mois plus tard, j'ai reçu un email de Carole. Simple, court, presque amer. Maintenant, je comprends ce que tu as fait. J'espère que tu arriveras à vivre avec ça. J'ai mis 2 jours à répondre. Quand je l'ai fait, j'ai simplement écrit. Tu as enfin compris. Je ne vous ai rien fait. J'ai tout fait malgré vous. Et j'ai envoyé. Sans colère. Sans attendre de réponse. Les années suivantes ont suivi le même rythme. Reconstruction. Stabilité. Affection profonde. Ma fille a grandi en sachant que sa maison était un lieu où l'on écoute. Le bébé est devenu une enfant souriante, curieuse, qui me réveillait le samedi avec des baisers bruyants et l'odeur des céréales. Et moi, Oliver, qui était un jour un homme au bord de la crise lors d'un dîner d'anniversaire, je suis devenu un homme entier, non pas parce que j'ai réagi avec colère, mais parce que j'ai agi avec calme. Un jour, j'ai croisé Rachel dans un café en ville. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. « Je ne pensais pas que tu allais faire tout ça », m'a-t-elle dit en évitant mon regard. « Moi non plus », ai-je répondu calmement. Elle, arrête. Mais elle a honte de l'admettre. Elle devrait, ai-je murmuré sans rancune. Rachel a regardé ma tasse, puis les photos de mes enfants sur le fond d'écran de mon téléphone posé sur la table. Tu as tout reconstruit. Non, ai-je corrigé. J'ai construit correctement, pour la première fois. Et c'est ce que j'ai appris. Tu n'as pas besoin de vivre en attendant que quelqu'un te sauve. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Et tu ne dois surtout pas supplier pour obtenir de l'amour là où il y a de la manipulation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en lisant cette histoire jusqu'à la fin, vous êtes peut-être aussi entouré de gens qui sourient tout en vous poussant vers le précipice. Vous vivez peut-être une relation où chaque phrase est un coup de poignard déguisé en gentillesse. Vous avez peut-être une belle-mère qui se moque de votre douleur. Un partenaire qui croit que vous allez vous effondrer quand il le voudra. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne vous brisez pas si vous vous construisez avec vérité. Vous ne tombez pas si vous apprenez où vous mettez les pieds. Et vous ne perdez pas. Lorsque vous décidez d'arrêter de participer à des jeux qui n'ont jamais été les vôtres. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ce frisson qui parcourt le dos lorsque l'on reconnaît une vérité que l'on faisait semblant de ne pas voir, inscrivez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre que le silence est une arme, que la patience est un bouclier et que le courage n'est pas un cri, mais une permanence. Et souvenez-vous, quand on sous-estime votre silence, c'est parce qu'on n'a pas encore entendu la force de votre paix.